Pour moi, l'art et la créativité, c'est la liberté. C'est l'opportunité de prendre ce qu'on ressent en dedans, dans tout contexte, par rapport à toutes circonstances, et être capable de l'exprimer d'une façon qui peut être ou pas compris par les autres, mais au minimum, juste d'être capable d'éjecter ce qui est à l'intérieur de nous pour être capable de diffuser, de répandre un peu plus ce qu'on a à l'intérieur. C'est une forme de communication, dans le fond, mais qui est un peu extrême parfois. Bienvenue à votre émission L'art et la créativité. Aujourd'hui, je me trouve avec notre invité d'honneur, Guillaume Bourassa. Guillaume, merci d'être là. Merci beaucoup de me recevoir. J'ai dit invité d'honneur parce que ça fait longtemps que je rêve d'inviter un artiste nouveau média. Et voilà, on n'avait jamais invité, tu es le premier. Donc, merci d'être là. Merci. Et on plonge tout de suite sur notre objet, l'objet que tu as apporté. C'est quoi et pourquoi tu as apporté ça? C'est un livre écrit par Kundera qui s'appelle L'insoutenable légèreté de l'être, qui est... Ce livre-là est un peu apparu par magie dans ma vie. Je ne l'ai pas du tout recherché. C'est quelqu'un qui me l'a donné à ma fête quand j'étais à l'université. Et c'est une des rares opportunités où je suis tombé. La plupart du temps, quand je prends un livre très spécifique parce que je veux avoir un but. Je connais un peu l'histoire, où je sais où elle se dirige. Et ce livre-là, c'était une découverte du début à la fin. Et c'est un livre que je lis de façon répétitive depuis l'université, puis je découvre constamment des nouveaux segments dans le livre. Et un des faits marquants dans ce livre-là, une des phrases avec laquelle j'avais le plus cliqué, qui a eu un gros impact aussi avec ce qui a suivi par après dans ma carrière musicale et nouveaux médias, la phrase c'était le bruit a un avantage, on ne peut y entendre les voix. Oh. Et les mots, pardon. On ne peut y entendre les mots. Et ça me ramenait beaucoup à pourquoi, justement, j'avais une relation avec la musique. Puis cette déconnexion-là, si on veut, du reste du monde, dans un certain sens, dans ce livre-là. Puis oui, ce livre-là parlait beaucoup de cette déconnexion-là. Dans des moments, parce qu'il y a des moments très cruciaux qui se passent au niveau de... Ça suit un peu des moments de la guerre puis de la Révolution. Et ça démontre un peu comment les humains peuvent complètement se détacher dans des moments excessivement traumatisants et critiques pour être capables de se survivre, dans un certain sens. Et toi, c'est la spécialisation, c'est l'art, à travers l'art. Je trouve ça c'est génial. Toi, c'est les arts nouveaux médias. Comment c'est arrivé que tu es là dans ce monde, dans cet univers? Parce que tu as étudié la psychologie. Oui. Psychologie, et puis, du coup, tu te retrouves dans un monde tout à fait différent. Explique-moi, comment c'est arrivé? Pour moi, les deux ont toujours été en parallèle. J'ai toujours eu un intérêt par rapport aux humains et le comportement, l'interaction qu'on a entre nous. Et la psychologie me permettait, si on veut, de mettre des mots spécifiques sur ce que je croyais comprendre, ou plutôt voulais comprendre chez les humains. Mais depuis que je suis tout jeune, le premier vidéo qui m'a marqué, c'est Herbie Hancock avec le vidéo Rocket, qui était le premier vidéo de breakdance, breakbeat, avec des robots mécaniques qui bougeaient. Et tout à fait hallucinant. Ah, oui. J'avais 6 ou 7 ans, puis la première fois que j'ai vu ça, c'est une des mémoires les plus claires de ma jeunesse que j'ai dans ma tête, c'est ce vidéo-là. Puis à partir de là, j'ai toujours eu une curiosité pour ce milieu-là. Puis c'est un milieu que j'ai initialement découvert au travers de la musique. Et en faisant de la musique dans ce milieu-là, très rapidement, on parle des années, début des années 2000, où la scène rave était très présente, particulièrement à Montréal. Et on commençait à découvrir les VJ à Montréal. C'est les visual jockeys. Donc, des artistes visuels qui créaient à l'époque ou des jeux de lumière ou des jeux... la musique et la lumière. Et de la vidéo, c'est ça. Et puis de là, c'était la première fois que j'étais capable de découvrir ce monde du contrôle de la vidéo.
Et de fil en aiguille, sur 10 ans d'échanges et de partage avec ces gens-là, ben, je me suis retrouvé à comprendre toutes ces choses-là, puis être capable de les exprimer, non seulement au travers de la musique, mais au travers de d'autres arts. Tu as dit, je vais faire ça. Donc, en étant petit, et petit à petit, ça t'a mené. Et tes parents, comment ils ont réagi par rapport à ça? Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Oh non, la psychologie, et puis quelque chose de différent. Quand j'ai dit à mes parents que j'étais plus pour travailler en tant que thérapeute, ils ont fait ah, OK, d'accord. Ils étaient contents, là, j'imagine. Il était... Ma mère me voyait même psychologue pour le restant de mes jours. Oui? Mais par contre, il n'y a jamais eu de refus ou quoi que ce soit. Ça a toujours été... L'appui était là. Oui. Puis mes parents savaient que si j'avais un intérêt pour le faire, puis si j'embarquais dans quelque chose comme ça, c'était pour être... je le faisais de façon sérieuse. Mais mon introduction initiale aussi s'est faite... puisque les deux mondes vivaient en parallèle, j'ai commencé à travailler à la Société des arts technologiques qui m'a permis une immersion beaucoup plus intense dans ce milieu-là. Là-bas, j'ai commencé en tant que technicien de son, puis maintenant, je suis le directeur il faut le dire, le souligner, tu es directeur. De la Satosphère. La Satosphère qui est un dôme de 360 par 210 degrés qu'on a au 3e étage. C'est incroyable. Oui, c'est une super belle salle. Les mesures, combien ça? C'est 30 pieds de large ou 60 pieds de large. C'est 30 pieds de diamètre. Et on peut rentrer 300 personnes à l'intérieur pour voir justement, étendus, puis on peut voir les spectacles. C'est ça que je voulais te poser la question aussi, que tu me parles de ta musique aussi, parce que c'est ton groupe et tout ça. On va revenir à ça, mais comment tu te sens? Plus technicien ou plus artiste, ou les deux? Ou... J'ai un peu j'ai comme 3 rôles. Des fois, c'est difficile d'être artiste sans avoir une approche technique aujourd'hui parce que, de un, on travaille toujours avec des ordinateurs. Fait que, de base, il faut être quand même technicien jusqu'à un certain niveau pour être capable de faire fonctionner comme il faut sa machine. Mais il y a des personnes qui peuvent avoir un détachement total ils vont travailler avec l'ordinateur comme un outil. Mais moi, je suis un peu curieux. Les deux. Alors, l'ordinateur au complet, c'est moi qui l'ai monté. Les programmes qui sont à l'intérieur, j'ai une curiosité constante d'essayer de les apprendre et de voir comment ça fonctionne. Puis à la fois, j'ai mon chapeau d'artiste que j'essaye de mettre dans un contexte, c'est ça, qui est plus un côté artistique, mais c'est comme bien connaître son instrument, je pourrais dire. La façon que moi, je vois ça aujourd'hui, c'est que j'ai quand même un éventail d'outils qui est assez large dû à la profession que j'ai en ce moment, puis à la place où je travaille, parce qu'avec le dôme en arrière, je suis obligé de connaître comment faire du son spatialisé, faire de la vidéo en 360. Et justement, la vidéo, parle-moi des vidéos, des musiques immersives. C'est quoi pour ceux qui ne connaissent pas? Notre dôme, pour donner une idée rapide, on a 157 boîtes de son qui sont distribuées partout dans l'espace. Et ça nous permet d'avoir les axes X, Y et Z, ce qui permet une profondeur. Donc, au lieu d'être comme à la maison où vous avez un 5.1, nous, on a un 39.4. Donc, le déplacement du son dans l'espace peut être beaucoup plus tangible. Fait que s'il y a un avion qui passe de gauche à droite, tu vas pas juste l'entendre en haut, tu vas l'entendre au niveau de tes oreilles. Oui. Donc, la spatialisation audio nous permet, et ça, on l'a découvert à la salle, à la Satosphère, de juste avoir de la vidéo, c'est pas assez. Notre cerveau embarque pas du tout dans l'immersion. Mais ironiquement, de ne pas avoir de vidéo et de juste faire du son, notre cerveau embarque plus. Donc, le mix des deux permet vraiment à notre cerveau de se situer dans un espace. Parce que nos yeux, on dirait que dans la hiérarchie d'importance dans notre cerveau, oui, c'est vital de voir, mais c'est pas ça qui contrôle notre équilibre. Et c'est quand tu commences à te sentir dans un espace au niveau de tes oreilles, au niveau de ton équilibre et de l'entendre, c'est là qu'on embarque beaucoup plus dans la fausse réalité dans laquelle on est. Là, vraiment. Oui, exact. L'immersion est beaucoup plus présente à ce moment-là. Et parle-moi aussi des autres choses que tu as réussi à créer avec Sébastien, ta collaboration. Explique-nous les aspects ex-Hinilo. Moi et Sébastien, on a commencé une compagnie qui s'appelle Création Ex Nihilo, qui veut dire création à partir de rien en latin. On avait déjà un groupe qu'on avait commencé aux alentours des années 2000 qui s'appelait Perfection Plastique, qui était plus dans la scène électro-industrielle de l'époque. Et pour faire la séparation vraiment entre les deux, on a commencé notre compagnie nous-mêmes. Mais quand je dis compagnie,
façon de parler. Oui, c'est ça. C'était vraiment une boîte de création pour nous dans laquelle on était capable de lancer toutes nos idées parce qu'on faisait déjà de la musique pour des spectacles de danse contemporain et des installations dans des bars, des installations interactives vidéo. Ce qui était quand même au début de l'existence de cette interactivité-là puis de ce mouvement-là, ce qui est il y a à peu près 8 ans. Ça existait beaucoup avant, mais c'était dans des contexte financier que ça valait une fortune. Puis aujourd'hui, ben, c'est beaucoup plus le commun des mortels qui peut, avec des manettes Nintendo, des manettes Wii, se permettre tout ça. Et ben, c'est ça, la force de moi et Sébastien, c'est que moi, je connais beaucoup plus le côté technique et directeur artistique. Puis Sébastien, c'est vraiment une machine de code. Vous complétez beaucoup. Tout à fait. J'étais capable de faire toutes les bases, puis qui était le volet physique souvent que lui avait aucun intérêt à faire. Puis moi, ben, le côté code, j'ai beau essayer d'embarquer, mais en termes de temps, ça prend un investissement que... Parle-moi des festivals auxquels tu as participé et puis les prix que tu as gagnés aussi, il faut les mentionner. Ben, prochainement, on va aller à Barcelone pour le festival Mira qui se passe là-bas. Sinon, à Montréal, ben, on a eu l'opportunité de participer au grand festival de Montréal comme Electra et Mutech. Puis nous, notre base a commencé un festival qu'on organisait à l'époque qui s'appelait Coma. Qui était quand même un festival de 3 jours, qui était justement plus dans le milieu noise industriel mi-2000. Et de fil en aiguille, c'est un peu ça qui nous a permis de rencontrer tous ces gens-là dans les festivals qui avaient proches. Et sinon, d'autres gens, on est descendu jusqu'à Rhode Island, Providence, qui avait un festival là-bas aussi de noise, qui nous a permis de découvrir que c'est possible de faire un festival dans un sous-sol d'église. Donc, les portes étaient toutes ouvertes. Mais nous, on a eu la chance que notre festival, dès sa 3e édition, était à la Société des arts technologiques. Donc, on avait un super beau carré de sable pour être capable de s'amuser à l'intérieur. Et les préparations aussi, comment tu prépares un spectacle, comment tu prépares... Il y a des étapes aussi, des longues étapes. Peux-tu me glisser un mot rapidement sur ça? Je sais que ça va être très long, mais bon. Non, on va essayer d'y aller rapidement. Résumé. Souvent, tout part ou d'une idée ou d'une commande. Ça dépend dans quel contexte qu'on est. Ensuite de ça, essayer de former une image, des couleurs, se donner des références très larges, des émotions par rapport vers où on veut s'en aller avec le sujet. Et ensuite de ça, c'est préparer, ce que je pourrais dire, préparer nos armes, préparer nos outils, à savoir avec quel programme on va développer. Parce qu'on est rendu qu'on a une palette assez large où on a le luxe de choisir. Vous savez les choix. Avec quoi on veut travailler. Qu'est-ce qui va être le plus efficace? Et là, ce qui est pas mal le futur, c'est l'interactivité. Ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. Comment être capable de prendre une foule et de prendre ça sans nécessairement qu'elle ait son téléphone dans les mains. Comment être capable de savoir est-ce que son rythme cardiaque est en train d'augmenter, est-ce que sa chaleur corporelle augmente. Donc, conséquemment, tu réinterprètes cette information-là et tu es capable de la réutiliser. Donc, dans un contexte de création, ben, il faut faire le tour de toutes ces étapes-là jusqu'au moment où tu arrives à la production finale. Puis ça, c'est un peu le plaisir qu'on a là-dedans. Il y a beaucoup de compagnies ou beaucoup de gens qui vont avoir l'opportunité de créer du contenu, mais à la fin, c'est pas eux qui ont le contrôle nécessairement dessus. Nous, du début à la fin, on fait le tour de C'est fantastique parce qu'il y a une recherche, comme je disais tantôt, technologique, scientifique, artistique, donc c'est formidable, c'est très complet. Ouais, mais c'est un peu on pense même pas quand on voit tout ça, tu sais. Je pense que c'est pour ça que ça me garde occupé. c'est complexe. Oui, puis ça a besoin de l'être, pour moi, je dirais. Pour d'autres avec qui je travaille, qui ont une approche très, très technique puis qui n'ont rien à cirer du milieu. Je veux dire, ils apprécient visuellement l'artistique, mais c'est pas eux qui vont en créer. Ma curiosité a tendance à me pousser à ce que j'essaye de justement tout savoir ces volets-là. Puis ça représente heureusement, parce que ça bénéficie aussi Montréal, avec les DOM, la SAT et toutes les autres personnes qui collaborent avec toi. Ouais, cette collaboration-là fait que je connais toutes ces choses-là dans un certain sens parce que c'est grâce à la rencontre de d'autres artistes qui, eux, avaient leur créneau spécifique. Ça t'enrichit et ça les enrichit aussi. Absolument, oui. Puis c'est des gens qui, encore aujourd'hui, quand j'ai commencé à la SAT il y a à peu près 9 ans,
Il y a des artistes avec qui encore aujourd'hui, on communique c'est quasiment un allô à tous les jours par Facebook. Puis je trouve ça super le fun parce que cette collectivité-là fait qu'éventuellement, moi, je vais présenter un artiste de France à un artiste ukrainien qui se sont jamais rencontrés. Et à partir de là, il y a des liens qui se font. Est-ce qu'il y a des artistes que tu aimes bien là, dans ces milieux-là, je ne sais pas, que tu aimes collaborer avec? Particulièrement, moi, un artiste avec qui je collabore depuis environ maintenant 15 ans, mon Dieu, c'est Francis Théberge de This Is Not Designed, qui est un artiste qui au début, lui fait beaucoup de vidéos, puis comme le dit son nom d'artiste, ceci n'est pas du design. Il faisait beaucoup de glitch vidéo à une époque où tout le monde essayait de faire de la vidéo super lichée puis bien placée. Puis encore aujourd'hui, c'est une tête d'affiche dans son milieu qui se fait voler plus souvent qu'autrement d'un festival à l'autre à Montréal pour faire des films d'introduction, du vidéomapping un peu partout à Montréal. Sinon, plus à l'international, il y a un artiste qui s'appelle Joanie Lemercier, qui faisait partie d'un groupe qui a révolutionné, ou du moins, était des pionniers dans le milieu du mapping international qui s'appelait Anti-VJ. Puis son approche esthétique, c'est quelque chose que c'est très léger. C'est que du noir et blanc. Souvent, ça va être juste ce qu'on appelle un cloud point. C'est juste un scan d'un espace avec un laser. Et c'est juste les points de coordonnées de chacun des objets dans cet espace-là. Et il a fait une œuvre à la SAT qui s'appelait Nimb. Puis on se promenait à l'intérieur d'une église qui était en point cloud comme ça. Puis je trouve que son esthétisme est quelque chose qui m'a... Ça te plaît. Ouais. Et je voulais que tu nous parles rapidement, parce que là, on n'a presque pas de temps, là, mais que tu me glisses un mot des prix que tu as gagné. Anima. On en a gagné 2. Il y a Anima, qui était un festival qui se passait... c'était dans le cadre de la SAT. C'était festival de l'art asiatique. Puis moi, Francis Théberge et Sébastien Gravel, dans le fond, on a créé une pièce qui représentait c'est une version parce qu'il y a comme un monde noise qui vient du Japon, d'un artiste qui est quand même connu qui s'appelle Merzbo. Puis on a pris une pièce de lui qu'on a remixée avec les drums, les gros drums classiques japonais. Puis on a fait une pièce avec ça sans vraiment avoir d'arrière-pensée, juste pour le plaisir de la chose. Puis finalement, on a été impressionnés que les juges ont apprécié la chose. On a gagné un petit prix avec. Ouais, c'était un petit prix, mais ça nous a juste fait réaliser que... Puis c'était au tout début. Ça nous a fait réaliser que si on mettait un peu d'effort, on n'était pas juste dans un petit créneau punk industriel qui est à côté. On était capable de faire des trucs assez intéressants. Puis l'année suivante, on a gagné un concours que la SAT organisait encore dans le cadre d'un... je pense à Arcadia, que ça s'appelle. C'était si on veut, un festival de tout ce qui était arcade, jeux vidéo. Puis ils voulaient qu'on fasse une chanson pour... une bande-annonce pour un jeu vidéo qui n'existe pas. Un jeu vidéo fictif. Et on était 5 artistes qui ont participé. Puis encore une fois, on a gagné ce prix-là. Fait que ça a été, pour nous, une réalisation de, commençons à envoyer des petites vidéos à l'international. Puis à l'époque, c'était des minutes vidéo qui étaient très populaires. Fait que tout le monde faisait toutes des petites minutes ou des 30 secondes. Puis ça nous a permis de découvrir l'international, si on veut, puis dans un créneau qui n'était pas celui juste de notre musique qu'on connaissait, mais bien tout simplement un créneau vidéo. Mais heureusement que ça commence à avoir la place qu'il mérite, n'est-ce pas? Tranquillement. Et ce qui arrive aussi, c'est que ça commence à être intrinsèque avec la publicité qu'on voit, puisque tout le monde a un téléphone dans ses poches qui est aussi fort qu'un ordinateur qu'on avait il y a 5 ans. On peut commencer, la réalité virtuelle va commencer à être quelque chose qui va être plus tangible. Ce qui veut dire qu'avec notre téléphone, on va commencer à être capable de juste regarder la réalité et voir des trucs qui sont pas supposés d'être là. Et je pense que c'est là où les nouveaux médias et le commun des mortels va commencer à beaucoup plus croiser. Du moins, je l'espère, parce qu'il faut pas que ce soit juste de la pub qui nous apparaisse, mais bien qu'on soit capable de tourner ça. D'autres choses, bien sûr, plus complètes. Guillaume, le temps file et on doit passer pour ta prestation. Donc, je vous dis, après la pause, revenez-nous, s'il vous plaît. Je vous laisse avec Guillaume, qui va nous présenter sa performance Entropia. Entropia.
Entropia, c'est un projet audio-vidéo immersif, fait en collaboration avec Éric Reynaud, Aurélien Lafargue, Louis-Philippe Saint-Arnaud et Création Ex Nihilo. C'est une présentation à l'intérieur du dôme qu'on a fait à la Société des arts technologiques dans la Satosphère. Et on a créé un dôme géodésique qui est au centre du dôme, dans lequel il y a un artiste qui crée une performance. Et c'est un peu une réorganisation du chaos. Alors, voici la vidéo. Pour revoir la prestation de notre invité ou pour voir des extraits inédits, visitez notre site web, devenez fan de notre page Facebook ou suivez-nous sur YouTube. Guillaume, de retour. Alors, on va commencer avec les questions. Bon, je pige la première. Pige. Voilà. J'espère que ce n'est pas une question piégée pour toi. Visuel ou auditif? Là, c'est difficile parce que pour je vais dire auditif parce que c'est vraiment ma base. Là, ouais. Ah oui? Mais oui. En perdre les deux, je pense que j'aimerais mieux... je sais vraiment pas. C'est horrible comme question. Je vais dire... Parce que visuel aussi, je vais dire auditif. Oui, exact, là, c'est ça. Je vais dire auditif pour le moment parce que c'est quelque chose qui était pour ma souche initiale. Oui, mais je ne suis pas sûr. Mais je suis pas sûr. On continue. Auditif. Respirer. OK. Et donc, quel attachement avez-vous avec Montréal? C'est chez moi. Puis dernièrement, j'ai eu l'opportunité de commencer à me promener un petit peu plus à l'international, autre que juste aux États-Unis. Puis j'adore où je vais, mais il y a quelque chose ici, je vais me faire rire, mais qu'il n'y a pas à Toronto, qu'il n'y a pas... que c'est... Tu es content de revenir à Montréal. Ouais. Yes. Je dirais la même chose de Québec, sans me faire rire du monde de Québec. Mais il y a une particularité à Montréal. Tu sais, j'ai eu l'opportunité aussi, j'ai été à l'Université Concordia en anglais, qui m'a fait découvrir l'ouest de Montréal. J'ai grandi dans le nord de Montréal, dans Saint-Michel. Fait que j'ai comme vraiment vécu la multi-ethnicité complète de Montréal. Puis c'est là-dedans que je me sens bien. Yes! Pour faire une réponse. Vive Montréal! Allons-y. Si vous étiez un acteur, dans quel film auriez-vous aimé jouer? Wow! Je pense que par plaisir, j'aurais aimé jouer dans Orange Mécanique, là. Mais ça, c'est personnel. OK. Si vous pouviez changer de place avec un artiste connu pour une seule journée, ce serait qui et pourquoi? Wow! Une journée. Une journée, hein? C'est vrai. Une réponse très sérieuse serait Ryoshi Ikeda, qui est un artiste japonais qui fait des trucs minimales que j'adore. Mais pour le fun, j'aimerais ça être Taylor Swift pour une journée. Ah oui? Ouais, ça pourrait être intéressant ce que ça peut donner. Comme, juste voir comment elle vit une journée, elle. Ça a l'air être le fun. OK. Allons-y avec la prochaine. Si vous pouviez vous déplacer dans le temps, ça serait à quelle époque et pourquoi? J'irais pas dans le passé, dans le futur. Ah. Puis j'irais dans le futur, genre 1000 ans, pour savoir qu'est-ce qu'on... comme
qu'est-ce qu'on a fait là? Qu'est-ce que... Surtout dans ton domaine, là. Mais je pense qu'en tant qu'humanité, est-ce qu'on existe encore? Est-ce qu'on est ou pas dans Milan? Parce que Milan, il s'en passe des choses. Là, oui, c'est vrai. Que faites-vous pour vous ressourcer? On dirait que j'ai pas le temps de je m'isole. Je crois que c'est ça. Je suis dans un milieu qui... oui, toujours accompagné du monde, j'imagine. Toujours en train de rencontrer des nouvelles personnes. Donc, toujours... ça paraît pas, mais de rencontrer une nouvelle personne, toujours un effort. Parce qu'on veut toujours bien paraître. Eux viennent d'arriver aussi. Souvent, c'est dans un contexte de création et on veut toujours bien recevoir ces gens-là. Parce que nous, quand on va à l'extérieur, le but, c'est la même chose, on espère d'être bien reçu puis d'avoir la même intérêt. Fait que c'est vraiment ça. Je pense que quand vient le moment de me ressourcer, j'essaie d'être seul, juste avec toi-même. Puis je me ramasse à jouer à des jeux vidéo, un truc comme ça. Mais juste déconnecter des responsabilités de ce qui est autour. Ça t'aide. OK, Rémi. Faudrait que je me mette au yoga, mais ça. Est-ce que vieillir vous fait peur? Plus jeune, je disais non. Là, je vieillis, puis ça commence à... Puis je suis dans un monde... Tu commences à réfléchir à ça. C'est que je suis dans un monde où tout le monde est systématiquement ou presque plus jeune que moi, parce qu'on est dans un créneau de nouvelles technologies. Et je veux dire, ma nièce, sa doudou, c'était une télécommande de télé. Donc, eux, sont nés avec des iPads dans les mains. Fait que pour eux, l'intégration dans ce milieu-là, c'est tout à fait naturel. Quand eux font de l'art, c'est des nouveaux médias presque assurément, parce que eux, ils n'appellent pas ça des nouveaux médias, ils appellent juste ça de l'art. Parce que pour eux, ça fait partie, c'est un outil au travers des autres. Fait que, par le vieillir, non. Est-ce que je commence à le sentir un peu plus? Oui. De par... Mais t'es créative, non? Je pense oui, absolument. Fait que c'est dans mon contexte. Ouais. Mais vivre éternellement dans un ordinateur... c'est pas une possibilité qui me fait peur si ça finit par bien fonctionner. Mais il faut que ça marche. Écoute, Guillaume, est-ce que tu veux dire quelque chose à notre public, cher public qui t'écoute, les jeunes, en général, ceux qui veulent suivre tes pas ou bien d'autres, de l'art, par exemple, tout simplement l'art, et que c'est difficile, mais qu'est-ce que tu dirais? C'est un milieu qui est persévérance. Je pense que ce serait le mot principal. Puis nos rêves sont beaucoup plus souvent réalisable qu'on le pense. Surtout dans un milieu technique comme celui qu'on le vit en ce moment. Tout coûte de moins en moins cher, donc nos idées créatives sont de moins en moins limitées. Fait que, persévérance. Persévérance, oui. Bon, écoute, ce fut un plaisir de te recevoir. Merci de ta belle présence. Et puis, je te souhaite bonne continuation. On va t'entendre parler beaucoup plus de lui, hein? Ça, c'est sûr et certain. Cher public, je vous souhaite bonne soirée et puis bonne journée. Et à la prochaine. Le bruit a un avantage. On ne peut y entendre les mots. Kundera.